Nos deux prochains invités représenteront maintenant l'expertise de Polytechnique et de McGill dans le domaine de l'énergie et du développement durable. Louise Millette n'a plus besoin de présentation à Polytechnique. Elle est directrice du département de génie civil, géologique et des mines. Elle est aussi responsable du Bureau du développement durable de Polytechnique Montréal. Elle est impliquée dans plusieurs comités de développement durable de la Ville de Montréal. Comme le bureau de Prof Millette, en fait, est directement à l'étage en dessous ici, elle aura 50 millisecondes pour donner son exposé. Non, quand même, on va lui laisser un bon 10 minutes. Merci, professeur Millette. Bonjour tout le monde. Je joins mes remerciements à ceux de mes collègues, à la famille Trottier. Écoutez, est-ce que vous avez compris que je suis particulièrement intéressée au développement durable, à sa mise en œuvre et ce que j'appelle l'ingénierie durable? Mais l'énergie prend tellement de place, c'est tellement pris dans le travail des ingénieurs que je les considère indissociables, puis j'en ai fait le titre de ma présentation. En 10 minutes, je vais donc soulever des questions, parce que là, je n'ai plus rien à dire, parce que mes collègues m'ont tous volé mes punchs. Donc, une des questions, c'est où les principes du développement durable et de l'ingénierie durable se rencontrent et pourquoi? Qu'est-ce que l'énergie vient faire dans le travail des ingénieurs? Je ne m'attendrai pas là-dessus, mais je vais vous donner des pistes. Comment les ingénieurs peuvent-ils accompagner le Québec vers un Québec 100% énergie propre? Mais dans le fond, quel futur? Qu'est-ce qu'on veut comme Québec 100% énergie propre? D'abord, en 2 minutes d'ingénierie durable. Je ne reviendrai pas sur les conséquences de notre consommation énergétique et en particulier de l'ajout du carbone qu'on fait dans l'atmosphère. On s'entend maintenant pour dire que dans très peu de temps, on a réussi à faire beaucoup de ravages sur la planète en augmentant sa température. Il y a d'autres effets de la consommation des produits carbonés qui sont immédiats. Ça, c'est un épisode, c'est pas pris au tournant du siècle, c'était en 2013 à Beijing. C'est des épisodes de smog extrêmement aigus et les effets sur la santé, ceux-là, ils sont clairs. Mais les effets sur la santé sont plus pernicieux. C'est une des causes principales de l'augmentation des maladies cardiaques. Ça, c'est une réalité que je viens de découvrir. Vous allez sûrement pouvoir la découvrir vous-même, il y a des livres à ce sujet. Une chose est certaine, c'est que notre développement s'accélère. L'étalement urbain, la transformation des villes, de plus en plus urbaines. Ça, c'est 2 photos de Shanghai. En fait, ce qu'on regarde, c'est Pudong, le quartier qui est en face, comme le centre-ville de Shanghai. En haut, ça a été pris en 1990 et en bas, en 2010. Écoutez, il n'y avait rien, c'était des marais. Et maintenant, c'est rendu... En fait, ils ont gardé, elle n'est pas dans la photo, une petite ville verte, comme un démonstrateur qu'on est capable d'avoir une ville marchable et verte, mais le reste, c'est des immenses gratte-ciels. Donc, je pense qu'il est clair qu'un virage s'impose, ça presse, et c'est là que prend la racine de l'ingénierie durable, en tout cas pour moi. Donc, Paul Ehrlich, un biologiste américain, a mis en équation les impacts environnementaux avec certains facteurs. Comme les ingénieurs aiment beaucoup les équations, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous la présenter. Donc, ce qu'on a, c'est que les impacts sont proportionnels à 3 variables principales. La population, c'est facile, c'est le nombre d'habitants. Son affluence, c'est-à-dire sa richesse, son niveau de vie. Qu'est-ce qu'on consomme comme biens et services? Et la technologie. Bon, c'est clair. Plus il y a de gens, plus ils aspirent au même niveau de développement que le nôtre, plus grands les impacts générés. En général, quand je fais cette présentation-là, puis il y a des ingénieurs dans la salle, on se garoche dans une discussion à savoir si les technologies plus efficaces ne devraient pas aller en bas de l'équation pour réduire les impacts. Je ne veux pas aller là. Ce que je veux dire, c'est que pas de technologie, pas d'impact. Les hommes des cavernes, là, avec des pierres puis des roches, ils n'ont jamais eu d'impact. La population n'a pas augmenté. C'est clair. S'il y a des technologies, il y a des impacts. Une autre chose que M. Putgen a évoquée, c'est que dans l'équation, agir sur la population et sur son niveau de confort, éthiquement, c'est un peu difficile. Il ne nous reste pas grand poignée. Ce qui nous reste, c'est la technologie. Il faut agir avec vigueur sur la technologie. Qui dit technologie dit ingénierie, et qui dit ingénierie, bien, dit énergie aussi. En effet, l'énergie, c'est partout dans le travail des ingénieurs, même ceux qui, comme moi, je suis spécialiste maintenant en développement durable, de base en eau potable, à part pour calculer la grosseur des pompes,
L'énergie, ce n'était pas ce qu'on faisait tout d'abord. Mais l'énergie est partout. D'abord, à chaque fois qu'on fait un travail quelconque, on a besoin d'énergie. Puis ça, c'est peut-être ce qu'on connaît le mieux. On brûle toutes sortes de choses pour faire avancer des moteurs, des machines. Mais il y a même des technologies qui pourraient nous paraître innocentes pour l'énergie qui ne le sont pas. Savez-vous que les ordinateurs puis l'Internet consomment maintenant 1,5 % de l'énergie, de l'électricité mondiale? Est-ce que c'est beaucoup? Juste les centres, les data centers aux États-Unis consomment autant d'électricité que toute l'industrie automobile. Alors oui, c'est énorme. Donc l'énergie, il y en a même dans des travaux qu'on pense qui ne sont pas très intensifs en énergie. Les ingénieurs, évidemment, ils rentrent dans l'énergie à toutes les étapes, que ce soit de l'exploration des nouvelles ressources pétrolières, fabriquer des biocarburants avec des algues, construire des barrages, exploiter des centrales nucléaires. On est dans l'énergie tout le temps dans notre travail. Mais en plus, à chaque fois qu'on construit quelque chose et qu'on utilise des matériaux, il y a de l'énergie là-dedans. Le pétrole, en ce moment, ce qu'on fait principalement avec les sources d'hydrocarbures, c'est qu'on les brûle. En fait, on les brûle à un rythme effréné. J'ai mon chiffre ici. 3,6 milliards de tonnes par an qu'on consomme en pétrole. Est-ce que c'est beaucoup? Moi, ça ne me dit rien, 3,6 milliards de tonnes. Ça a l'air beaucoup, mais c'est-tu beaucoup? C'est 131 000 litres par seconde. Comparé au plein d'une automobile qui serait comme 50 litres, puis qu'on peut quand même rouler assez longtemps, c'est énorme. Donc, les sources d'énergie qu'on utilise maintenant pour produire du travail en les brûlant, ils devraient servir à d'autres choses. Les hydrocarbures, là, avec ça, on fait les plastiques pour emballer nos sandwichs, mais également nos verres de contact et nos implants cardiaques. Donc, c'est des ressources qu'on n'utilise peut-être pas de la meilleure façon. Puis si je reviens à mon 50 litres dans un réservoir de véhicule, bien, si ce 50 litres-là, c'est de l'éthanol produit à partir du maïs, et je sais, il y a de l'éthanol produit à partir d'autres choses, mais mettons que c'est produit à partir du maïs, bien, ça, c'était assez pour nourrir un enfant pendant 1 an. Et on fait le plein à toutes les semaines. Donc, il y a de l'énergie qui devrait faire d'autres choses comme matériaux d'ingénierie, et il y a de l'énergie dans les matériaux. Quand j'installe des colonnes en béton ou en acier, ça a pris de l'énergie pour produire ça. Et ça, M. Villeneuve nous en a parlé. Par exemple, 2 kilojoules d'énergie éthanique, là, de l'éthanol de maïs, bien, j'ai dépassé 1 kilojoule pour la fabriquer. Donc, on n'est pas bien d'avance. Mais les ingénieurs peuvent être une source de solution. En fait, ce que ça demande de changer l'approche, ça demande de faire de l'ingénierie durable, de changer la formation aussi, pour rentrer toutes ces analyses-là complexes dans leur façon de travailler. Alors, on peut accompagner le Québec vers un Québec plus vert. On fait déjà des choses. Par exemple, les nouveaux avions de la C-Series de Bombardier sont beaucoup plus efficaces, 20 % de moins. Si on encourage l'utilisation d'un bâtiment qui va servir à la même chose, mais avec un toit vert ou une serre qui fait de l'agriculture urbaine sur le dessus, on réduit la consommation énergétique du bâtiment de 25 %. Donc, c'est des exemples minuscules, mais il y a moyen d'être une source de solution. Les ingénieurs se sont aussi donné des outils pour faire les analyses, comme l'analyse de cycle de vie, qui permet de comparer des options, puis de choisir celle qui a le moindre impact, ou qui permet de regarder dans un processus de fabrication où on devrait agir, où serait le maximum de gains. Mais justement, on compare puis on choisit, mais quel futur on veut? Puis c'est là que le débat dépasse largement les ingénieurs. Écoutez, on accomplit des grandes choses, les ingénieurs. On a transformé la planète, mais on n'est pas des magiciens. Qu'est-ce qu'on veut comme Québec propre? Sans GES, est-ce qu'on est prêt à aller vers des centrales nucléaires pour ne pas avoir de gaz à effet de serre? Dans quel horizon temporel? Dans 50 ans? Dans le prochain mandat du gouvernement? Ou les gaz de schiste qu'on est prêt à exploiter pour 5 ans et amorcer le dégazage des shales pour peut-être 1000 ans, puis léguer cette ressource-là cochonnée à vos générations qui s'en viennent? À quel coût? Vous avez compris. Pour qui? Est-ce qu'on veut le même cocktail énergétique? Est-ce qu'on peut se payer le même cocktail énergétique aux Îles de la Madeleine qu'à Montréal? Tous les impacts
que le professeur Nigel va évoquer, il faut en tenir compte. Puis finalement, est-ce qu'on peut vraiment faire tout ça juste avec les ingénieurs comme technologues de course? Il faut se demander, là, sérieusement, comme société, est-ce qu'on est en train de vouloir le beurre, l'argent du beurre, puis le sourire de la fermière? Alors, je vous laisse sur 2 conclusions. Le choix sur le futur vers lequel on veut s'en va, ce n'est pas seulement celui des ingénieurs, puis c'est parfait qu'on aille un institut parce qu'on va pouvoir engager le public. On peut aider, et une des choses qu'on doit faire avant de trouver des nouvelles technologies, c'est de participer au débat public, partager l'information, aviser nos clients des conséquences de leur choix et des limites de ce qu'ils peuvent faire, parce que des fois, la solution technologique, ce n'est pas la technologie.